Le Togo dans la fièvre du tournoi de l'intégration de l'UEMOA. La cérémonie d'ouverture est prévue demain à 14h au stade de Kégué. Quelles sont les chances du Togo dans cette compétition? Nous en parlons dans cette émission. Politique des grands travaux au Togo après Lomé-Voga, enfin les travaux sur la voie Anéhota-Blegbo au ralenti. Situation de l'éducation au Togo, le chef de l'État a décidé de financer les frais d'inscription au BPC de tous les candidats de la préfecture de Tchaoudjo dans une atmosphère polluée de grève des enseignants. Invité, Pasteur Edo Komi, il est le président du mouvement Martin Luther King. Sam Djobo, directeur de la publication de l'hebdomadaire L'éveil de la nation. Idelphonse Akpaki, directeur du site La Gazette du Togo. Les spécialistes sur Pyramide FM, bienvenue à tous. Au cœur de Lomé, une grande radio. Pyramide FM. Pyramide FM. Idelphonse Akpaki, bonsoir. Bonsoir Honoré et bonsoir à tous les auditeurs de Pyramide FM. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir chaque fois que vous m'appelez de venir remplir ma mission d'informateur, d'éducateur. Merci. Le pasteur Edo Komi et Sam Djobo sont attendus dans ce studio. On les attend incessamment. Mais qu'à cela ne tienne, on va démarrer cette émission avec le lancement demain du tournoi de l'intégration de l'UEMOA. C'est à Lomé. Et à ce sujet, nous avons dans ce studio David Asmadi. Il est le rédacteur en chef de Pyramide FM. Il va nous aider à planter le décor de cette compétition que le Togo accueille pour la première fois. David, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous. Et merci d'être là. C'est moi. Voilà. C'est demain, ça va démarrer. Est-ce que tout est fait prêt? Je ne suis pas de l'organisation, mais je veux bien croire que tout va bien et que tout va bien se dérouler. Voilà, le Togo, par rapport aux préparatifs, on a vu, c'est l'une des rares fois que le Togo accueille une compétition, quoique sous-régionale. Est-ce que dans l'organisation, tout semble aller? Au départ, il faut remarquer que l'organisation a eu du plomb dans l'aile, c'est-à-dire qu'il y a eu un départ énorme, énormément en retard. Il y a eu beaucoup de retard pris dans l'organisation, mais je pense que les 2 semaines qui ont conduit vers notamment la journée de samedi qui constitue la journée inaugurale, je pense que les organisateurs se sont un tout petit peu rattrapés, mais il faut noter quand même ce retard n'a pas beaucoup arrangé les choses. On ne sent pas la fièvre dans la capitale togolaise, même si au dernier moment les panneaux géants ont essayé de colmater un tout petit peu les brèches. Mais on dira de façon générale qu'on n'a pas senti véritablement que le Togo organise une compétition qui a pour vocation l'intégration des pays de la sous-région, notamment de l'UEMOA. Voilà, le Togo va jouer dans la poule A aux côtés du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Dans la poule B, on retrouvera le Bénin, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso et le Sénégal. David, quelles sont les chances du Togo dans cette compétition? D'abord, les chances du Togo se retrouvent d'abord dans sa poule de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali. Et s'il faut prendre les équipes une à une, il faut dire d'abord que le Niger a fait une très belle préparation. Sachez que la sélection locale est constituée des joueurs qui jouent pour la plupart du temps dans la sélection A. C'est-à-dire que à part les Moussa Mazou et puis 2-3 joueurs, c'est l'équipe locale qui représente l'équipe A du Niger. Ce qui veut dire tout simplement que c'est une véritable prétendante au titre. Quand on prend l'équipe du Mali, on ne peut plus vous démontrer que cette ossature locale se base sur le championnat qui regorge des clubs qui sont en compétition africaine, la Ligue africaine des champions et surtout la Coupe CAF. Et au-delà, vous savez que le Mali est un grenier de formation, c'est-à-dire que les centres de formation spilulent au Mali et ça forme de très très bons joueurs qui jouent en sélection des jeunes, c'est-à-dire les cadets, les juniors, les olympiques et finalement la sélection Fagnon. Ce qui veut dire tout simplement que le Mali également est un gros challenger pour remporter ce trophée. Et quand je jette un coup d'œil du côté de la Côte d'Ivoire a présenté sa sélection junior parce que préparant notamment le tournoi de la francophonie de l'année prochaine de l'an 2017. Et donc, ce tournoi de l'UEMOA constitue pour la Côte d'Ivoire un banc d'essai en vue de se mettre en jambe
pour le tournoi de la francophonie. Et quand je prends le Togo, c'est absolument dommage. Le Togo a commencé par se regrouper il y a simplement un peu plus d'un mois et de façon pas régulière. Et ce n'est pas une très bonne chose. Sachant depuis que le Togo devrait organiser cette compétition, il était normal que le Togo puisse se donner les moyens de pouvoir rassembler les meilleurs depuis au moins, le minimum c'est 3 mois. Malheureusement, on n'a même pas eu 1 mois et demi. Voilà. Le plateau est au complet avec le pasteur Edo qui nous a rejoint. Pasteur, ce n'est pas inhabituel. Oui, c'est la première fois. Je te disais que je ne me portais pas bien. J'étais sous les soins. Voilà, le plus juste après les soins, je suis arrivé. Voilà. Je sais très et toutes mes excuses aux auditeurs. Voilà. Sam Diobo également nous a rejoint. Aladji, comment ça va? Oui, ça va. Bonjour Honoré, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Pyramide FM. Voilà, le Togo accueille le tournoi de l'UMOA. Ildefonse, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose, un événement de cette envergure demain au Togo? Je ne suis pas totalement sportif, mais j'ai l'habitude de discuter avec les amis, et tels que ceux qui sont des férus du ballon rond. Et je ne suis pas tellement dans la peau de ce Togolais-là qui se dit heureux que son pays aura à accueillir un tournoi d'aussi grande envergure, comme l'a dit tout à l'heure le cher David Assimari. Donc voilà un peu. Voilà. Pasteur Edo, ça doit faire 8 pays qui seront au Togo à partir depuis hier. La plupart sont déjà arrivés. Et ce pour une semaine. Et le chef de l'État est attendu pour l'ouverture demain à Kégué. Oui, comme David l'a dit, moi aussi je suis de cet avis, parce que là, il n'y a pas de l'enthousiasme. Tu demandais à un Togolais, même dans la capitale, personne, il ne dirait même pas qu'il y a le Togo abrite un tournoi. Ça, je te jure. Va demander à quelqu'un, un Togolais lambda, tu lui demandes est-ce que c'est que le Togo organise un tournoi de l'UMOA, il te dira non. Donc, ce qui veut dire que le peuple, les populations ne sont pas mises à contribution pour ce tournoi. Seulement, c'est dans quelques milieux, on sent qu'il y a un tournoi parce que c'est à notre tour de l'organiser. Vous savez, c'est la quelle édition? 7e édition. Et de par le passé, il y a eu 2 ans, 1 an où le tournoi n'a plus eu lieu. Oui, 2 ans. 2 ans, le tournoi n'a plus eu lieu. À cause d'Ebola. Donc, le Togo, c'est son tour. Et presque tous les pays qui l'ont déjà organisé l'ont remporté. Je crois que le Togo doit s'inscrire dans cette logique de vainqueur de cette compétition. Mais étant donné que c'est une seule équipe qui sort de chaque poule, en tout cas, il va falloir quand même qu'on revoie la compétition. 4 équipes, au moins, il faut quand même 2 qui sortent pour les demi-finales et qu'on aille à la finale. Mais une seule équipe dans chaque groupe, ça va être très difficile pour le Togo dans sa poule, étant donné que la Côte d'Ivoire l'a remporté, le Mali l'a remporté, le Niger même. Le Niger l'a remporté. Le Niger m'a remporté. La Côte d'Ivoire aussi. Donc, vous voyez que ça serait très difficile pour l'équipe togolaise parce que notre championnat vient à peine de démarrer. Est-ce qu'on a eu le temps de rassembler l'équipe, l'équipe type pour jouer? Alors là, je ne suis pas footballeur, mais je suis la voix des savants, donc je suis tout ce qui se passe. Voilà. Et Sam Diobo, le Togo a forcément besoin des compétitions de ce genre pour pouvoir améliorer son image et ensuite procéder au développement des infrastructures sportives. Oui, c'est important parce que, vous savez, le Togo, faisant partie des pays de l'UEMOA, ne pouvait pas se soustraire de l'organisation de cette compétition. Mais qu'est-ce que nous possédons comme atout? Peut-être pour organiser de la plus belle des manières cette compétition et peut-être au besoin la remporter. Qu'est-ce que nous avons comme atout? En réalité, le premier atout devrait être l'engouement que le peuple ou le public sportif devrait avoir par rapport à la compétition. Mais malheureusement, moi je constate comme mes prédécesseurs que c'est un petit tournoi de quartier qui va se tenir dans notre pays puisque les gens ne sont pas informés. Quand vous sortez, aucun panneau géant pour annoncer sérieusement la compétition. Voilà. Donc on se demande si le Togo même a pris sur lui l'importance ou bien il a pris conscience de ce que revêt cette compétition. Puisque vous avez cité d'autres pays qui l'ont organisé, qui l'ont remporté. Mais si les gens
ont pu l'organiser, l'emporter, c'est d'abord à cause de l'enthousiasme que le public de ces pays-là a affiché. C'est vrai que le Togo n'est pas une grande nation de football, sauf que par moment, quand les éperviers font des exploits, on se retrouve ensemble, on crie, et puis après, ça s'arrête là. Aujourd'hui, il est question de voir comment relever ce défi, bien organisé et puis remporter. Pour l'organisation, ça veut dire que nous sommes déjà en retard par rapport sur le plan communicationnel. Il n'y a rien, il n'y a pas de panneau, sauf quelques visuels que je vois dans quelques journaux sportifs. Bon, là encore, ça donne matière à se poser des questions. Est-ce que c'est des journaux sportifs seulement qu'il fallait choisir? Ça veut dire que quelque part, les gens n'ont pas voulu mettre les moyens pour organiser sérieusement cette compétition. Maintenant, parlant de l'intégration elle-même, l'intégration sous-régionale. Aujourd'hui, on parle de football parce que le football fédère, essaie d'unir les peuples. Mais dans la réalité des faits, quand vous prenez l'intégration sous-régionale, est-ce que c'est une réalité? Je dirais non. Quand vous quittez, vous êtes Togolais, vous voulez traverser la frontière au niveau d'Aflao, c'est là même que vous allez savoir que ce qu'on appelle l'intégration sous-régionale, c'est un leurre. C'est du pipeau. C'est un leurre. Que ce soit ici, au niveau de Aflao ou bien au niveau de Sanvikodi, il y a des problèmes pour la traverser. Et donc, comment on peut être d'un même espace communautaire et avoir des problèmes pour circuler et au-delà de ça, nous parler d'intégration sous-régionale. Voilà un peu la problématique que moi je veux poser. Peut-être que les décideurs pourront trouver une solution. David, la liste des 20 joueurs s'est arrêtée depuis hier. Vous avez jeté un coup d'œil? Ça promet? Loin d'être Cassandre, je suis patriote, mais je vous décevrai en vous disant tout simplement que je suis absolument sceptique sur la forme et surtout la compétitivité de tous ces joueurs. Quand on prend un attaquant à la place d'un latéral droit, quand on prend un milieu à la place d'un joueur défenseur, quand on prend un milieu récupérateur à la place notamment d'un attaquant, ça pose problème. Je pense qu'il faut the right man at the right place. Claude Leroy, quand vous prenez par exemple cette liste qui ne constitue pas qui ne renferme pas au sein d'elle le meilleur buteur du championnat après 10 journées, il y a problème. Quand on vous prend Donou, le petit Donou Hubert, qui est un avant-centre patenté, c'est un numéro 9 nominal, quand on met latéral droit, va-t-il marquer en tant que latéral droit? Mettez-le à sa place. Et puis quand vous prenez ces joueurs-là qui n'ont que des bouts de match, c'est des joueurs aux pieds nickelés, ils ne jouent pas dans leur club, vous les emmenez en sélection, que vont-ils faire? Il y a problème. Je pense que la question de l'objectivité et surtout les valeurs cardinales pour venir en sélection, on ne les respecte pas. Aussi bien on a où vous avez les deux tontons qui n'ont jamais de club, mais qui sont les toujours premiers convoqués en sélection. Je pense que ça se répète à ce niveau et c'est absolument dommage. Je pense que au-delà de tout, c'est du clientélisme qui est ambiant au sein de ces sélections nationales du Togo. C'est absolument dommage. Il faut en parler. On ne veut pas jeter du froid sur ce qui se fait, mais oui, il faut en parler pour que ça se corrige. Et moi, je vous décevrai en vous disant que je n'attends pas grand-chose de cette équipe du Togo. Mais on a vu la publication de la liste hier. Il y a eu 3 attaquants. Et parmi les 3 attaquants, on a mis le petit Doum dont vous parlez. Doit-on crier pour qu'on sache? Ça voudrait dire tout simplement que le staff ne connaît pas son équipe, ses joueurs. Pourquoi l'a-t-on pris d'abord en tant que latéral droit, Donou? Pourquoi n'a-t-on pas pris au départ Jean-Luc Delété avant que le garçon ne sorte le match parfait dimanche face à Semassi, avant de le prendre? Il a déjà joué avant ce 10e match, cette 10e journée, 9 matchs. C'est suffisamment grand pour qu'on sache qu'il est bon. On va pas le prendre sur un seul match. Non, mais c'est terrible. Ça voudrait dire tout simplement que le travail de suivi n'est pas fait au niveau de ce staff technique, à Claude Leroy, à Sébastien Migny. Et puis, pour désigner le sélectionneur local,
Et il a fallu que les médias gongonnent, mais désignez-nous quelqu'un pour décentraliser le travail. Aujourd'hui, on parle de décentralisation de façon générale. Il faut que ce soit palpable également dans les sports et surtout dans le football. Que le roi, il en a trop. Il n'a même pas les solutions aux problèmes de la sélection Fagnon pour qu'il s'occupe à nouveau des locaux. C'est absolument grave. Et à mon avis, je pense que le contrat Caballo Dossé a signé à l'époque avec le ministère et avec l'État, c'est que, oui, il est adjoint au coach qui viendra ou au coach qui était là à l'époque, mais il va s'occuper de la sélection locale, il va s'occuper de la sélection féminine. Mais aujourd'hui, que lui confie-t-on? Rien. Il n'est là que de nom l'ancien capitaine des éperviers du Togo. Malheureusement. Mais ça, le plat, il est dedans. Ouais, le problème. Il faut le mettre à l'aise pour qu'il travaille. Quand vous ne lui mettez pas les moyens, je ne pense pas qu'il pourra vous rendre service. David, pour terminer, Togo-Mali en ouverture demain. Patriotisme oblige. Le score. J'attendrai. Je serai un Saint-Thomas. Togo-Mali. Non, moi je ne fais pas de pronostic. Il défonce. Je m'abstiens. Que l'équipe meilleure gagne. Il n'y a que des sceptiques dans ce studio. David, merci beaucoup, on est passé. C'est moi qui vous remercie. Demain, on sera ensemble pour voir les jouer, ils vont gagner. On veut bien. Oui, et voilà. L'autre sujet de cette émission, ce sont les infrastructures. On en parlait, sportives. Maintenant, on va parler des grands travaux. Parce que le dos, vous avez constaté, après Lomé-Vaugan, enfin, on a vu que depuis 2-3 semaines, la route, les travaux au niveau de Aneho, Tablikbo, Amédina et consort, le chantier est abandonné. Oui, vous avez dommage, cherché à comprendre ce qui dommage se passe. que le chantier est abandonné. Il y a presque 3 semaines, un mois, que le chantier est arrêté. Donc, Lomé, Aneho, Amédina et puis Tablikbo. Je crois que, vous savez, ces voies-là me préoccupent beaucoup. Ce n'est pas seulement parce que je les emprunte pour aller chez moi, mais l'état de dégradation était tellement au sommet que dès que vous empruntez ces voies-là, de retour, préparez-vous à d'importantes sommes d'argent pour pouvoir réparer votre engin. Parce que ce n'est même plus la peine. Hein. C'est rudimentaire, c'est primitif, absolument, il n'y a rien. Et quand on a commencé, Vaugan, quand on a annoncé Vaugan, Lomé-Vaugan, enfin, on était aux anges. Mais depuis là, nous avons déchanté bientôt 3 ans. Donc, le 30 janvier prochain, ça fera 3 ans jour pour jour que ce chantier a été lancé. Et qui devait faire 18 mois. Donc, 18 mois de plus depuis, rien n'est fait. Voilà ce qui concerne les infrastructures de ministre Nofam et de l'ex-ministre de l'économie, Adi Yasso. Maintenant, quand je concerne cette voie-là, en tout cas, je tire chapeau à la société, à Colas, qui a commencé des travaux magnifiques. Écoutez, c'était seulement la première couche. Mais dès que vous prenez cette voie-là pour aller, vous allez dormir au volant. Je vous dis, vous allez dormir, c'est la première couche. Et ils ne sont pas encore arrivés à la fin, au terme. Mais dès que vous prenez, vous êtes vraiment libre. Un travail magnifique. Ça, je qualifie cette société-là, qui a de la matière dans la matière. Qu'on ne prenne pas des sociétés qui sont désignées sur fond de clientélisme, qui laissent les travaux, qui récupèrent plus de 10 millions pour la grande partie de trucs pour s'équiper. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quelle société? Non, mais laisse. Mais c'est elle qui a fait du bordel là, sur cette voie. Mais c'est dommage. Mais quand on vient à la voie là, je suis désolé que on s'est rendu compte que la voie là, le chantier est arrêté. Nous avions demandé à savoir, l'entreprise dit seulement qu'elle a déboursé la plus grande partie des fonds pour commencer, comme on le dit, pour démarrer, mais par la suite, il n'y a plus rien. Et que la société est arrivée à ses moyens, les moyens sont finalement limités. Elle ne peut plus rien. Et qu'elle attend que le gouvernement tienne une promesse, mais jusque-là, rien n'est fait, et qu'elle ne peut que se replier et plier les bagages. C'est ce qui est fait. C'est dommage. C'est dommage. C'est comme si les populations de Vaud, c'est-à-dire de Vaud et peut-être de lacs, une partie des lacs,
c'est comme si on a fait quelque chose au gouvernement. C'est l'impression que vous avez. Mais c'est l'impression que nous avons finalement. Sam Djobo, on a longuement parlé de Lomé Vogan enfin. Aujourd'hui, on parle de Aneho Tabligbo, en passant par Amenyira. Et bien entendu, une partie qui va également à Afanya. Oui. On n'a même pas encore démarré. Pas encore démarré. Non, vous savez, pour la construction de ces différentes infrastructures routières, il y a une constance. La constance, c'est que depuis que le ministre Nyofam est à la tête des infrastructures, on sent l'ouverture la plupart du temps des chantiers, mais c'est des chantiers qui ne finissent jamais. On peut les citer ici à n'en pas finir. Il y a Lomé Vogan Enfouin, qui est l'illustration même de l'amateurisme, parce que moi j'ai l'habitude de dire que aussi longtemps qu'on demandera à un menuisier de faire le travail d'un maçon, ça va poser un problème. C'est vrai, Nyofam, c'est un banquier. Lui-même, il s'en réjouit, il s'enorgueillit d'ailleurs. Quand vous l'approchez, il dit, ben, écoutez, je suis un banquier. Oui, vous êtes un banquier, cela suppose une certaine rigueur. Mais quand vous êtes banquier et qu'on vous met à la tête des infrastructures, le minimum des choses, c'est de vous entourer de compétences. Les travaux sont, les chantiers sont ouverts, ne sont jamais refermés. Parfois, quand c'est des chantiers qui finissent, au bout de quelques mois, il faut reprendre carrément les travaux. L'exemple du contournement de la faille d'Aledjo, contournement d'Efalé. Il y a des exemples comme ça qu'on peut citer à loisir. Aujourd'hui, on parle de Kola sur la route Aneho, Tabligbo, en passant par Amenyran, c'est ça? Oui. Kola, ce n'est pas une entreprise nationale, c'est une entreprise sérieuse. Oui. Quand il s'agit de préfinancement et que Colas met son argent dans l'exécution d'un travail et qu'au bout, rien ne se profile à l'horizon, Colas va arrêter. Ce n'est pas comme certaines entreprises ici au plan national qui vont augmenter des crédits au niveau des banques, des entreprises qui payent des ajouts jusqu'à plus de 70 millions par mois et qui continuent par faire le travail et à la fin, les entreprises ont du mal à payer le personnel. Alors que le gouvernement met tout ça là dans ce qu'il a appelé le volet dette intérieure. Quand la dette intérieure est de cette envergure, des entreprises comme Colas, Satom ne peuvent que se replier. Parce que Colas ne peut en aucun cas s'endetter jusqu'à un niveau au point même de ne pouvoir payer ses employés pour les beaux yeux du gouvernement togolais. Je suis désolé. Et donc c'est à cela qu'on assiste. Aujourd'hui, quand on parle de la route Lomé-Vogan-Enfouin, le ministre qui s'est érigé en chargé de communication de l'entreprise EcoBTP et qui est allé jusqu'à déclarer que l'entreprise a utilisé 10 milliards pour l'acquisition du matériel. Ce n'était pas son rôle. Il ne lui revenait pas d'aller nous expliquer ça. Parce que derrière tout ça, là, on a parlé de rétrocommission. Les journalistes ont parlé de rétrocommission entre lui et le ministre d'État Adi Otet Ayassor de 10 milliards. Alors, est-ce que c'est une justification de ces rétrocommissions ou pourquoi il s'empressait à dire que les 10 milliards ont servi à l'acquisition du matériel? Ça, c'est un autre volet. D'une manière générale, il faut constater que les chantiers, le gouvernement a trop embrassé. On dit qui trop embrasse, mal étreint. Donc, c'est ce à quoi nous assistons. Mais ce n'est pas fini. Je crois qu'on doit encore lancer certains travaux de réhabilitation de rues dans la ville de Lomé encore. Or, il y a des chantiers qui sont ouverts mais qui ne sont pas encore fermés. Donc, vivement que le gouvernement puisse au moins finir ce qu'il a commencé avant d'entamer d'autres chantiers. Et Delphonse, est-ce que vous comprenez des chantiers abandonnés un peu partout? Comprendre surtout, ou bien ajouter à tout ce que, mes prédécesseurs ont dit. Mais je suis très malheureux de faire remarquer que ces deux messieurs dont les noms ont été cités tout à l'heure, il s'agit des deux ministres. Je parle de l'ancien ministre ou bien de l'ex-ministre Oté Ayassor et de Nissao Nyofam, qui étaient les deux super ministres qui ont fait mes basses sur ces genres de travaux. Et partant de ce constat, je dis, Ildefonse, que le système RPT UNIR est invariable dans le désastre organisationnel. Parce que je me rappelle que les députés, lors du vote d'un budget il y a 1 ou 2 ans, et quand il était question de la politique des grands travaux tels que cela a été annoncé, mais certains députés de l'opposition ont dit « mais vous ne pouvez pas évoluer avec des préfinancements ». Parce que ça rime à un système d'enrichissement qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, quand on nous parle de rétro-commission, et que le travail ou bien les travaux engagés ne sont pas finis et qu'on vit aujourd'hui dans un bordel, vous vous rendez compte. Et puis,
on a comme l'impression qu'on a engagé l'État même ou bien le pays tout entier dans un endettement. Parce que quand vous prenez aujourd'hui le dernier rapport du FMI qui fait état de ce que la dette publique du Togo avoisine les 1500 milliards, mais on se dit, qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on a pu faire de tout cela? Vous vous rendez compte, il y a combien d'années le Togo a pu bénéficier du PPTE? Et que nous avons vu notre dette qui a été épongée. Mais en un rien de temps, voilà le constat. On a investi dans les infrastructures. Et lesquelles? Les infrastructures aujourd'hui qui s'avèrent être des éléphants blancs, parce que vous vous rendez compte que ça ne donne rien du tout. Alors, on se pose la question de savoir, vaut-il encore la peine d'évoluer ainsi dans le désastre organisationnel? Quand vous engagez des fonds et au même temps, les populations crient, nous avons faim, et que vous n'arrivez pas à réussir dans cette politique de grands travaux, il faut revoir la copie. Moi, j'étais très malheureux que M. Faure Gnassingbé ait accepté encore le ministre Nyofam dans son gouvernement. Parce que justement, je me suis posé la question de savoir comment ça a été fait, l'appel d'offres. Si tant est que le ministre explique aujourd'hui que les dépenses qui ont été budgétisées ont été virées pour l'achat de matériel pour une société qui doit normalement faire son travail, mais on se pose la question, on est où là? On est au Togo. Mais c'est grave. Pasteur Ledo, comment est-ce qu'on va finir tout ça là, ces chantiers qui sont abandonnés, surtout la souffrance des usagers, des riverains? C'est du véritable calvaire. Je me demande comment est-ce que ça peut être terminé. Vous savez, il y a beaucoup de rues à Lomé qui sont abandonnées. Il y a une rue plus de 10 ans au niveau de Serfet. Vous prenez le truc de Serfet pour aller à la pharmacie Herbal, à Tokoin, à Witi. Mais ça fait plus de 10 ans que la voie a été démarrée. Et seule une voie a été faite. Une voie a été faite. L'autre voie, vous savez, la société qui a pris cette voie-là a été vraiment maligne, enfin malicieuse. Elle a commencé la double voie dès le début, et puis elle a laissé le milieu, et par la fin au niveau de la pharmacie, elle a encore fini. Donc quand vous prenez la voie là pour vous, c'est une voie qui est faite. Mais désolé, dès que vous arrivez, vous empruntez une seule voie. L'autre voie est restée telle, plus de 10 ans. Écoutez, mais on ne peut pas comprendre quoi. Quelle est cette société? Donc pour en finir, je crois qu'il faut revoir le système organisationnel de la conception des infrastructures routières. Il faut revoir. Il faut remettre les bonnes choses à leur place. Comme Sam l'a dit tout à l'heure, quand on prend des menuisiers pour exécuter les travaux des mécaniciens, on prend des mécaniciens pour faire de je sais quoi, pour être à l'école, pour corriger les copies, les épreuves des élèves. Apparemment, on ne peut pas attendre grand-chose. Il faut revoir. Gouverner, c'est prévoir. Il faut prévoir. Il faut mettre les gens à leur place. Sinon, si le système continue comme ça, je crois que le Togo va être surendetté. Et le PPTE, le point d'achèvement duquel nous avons rejoui, ne servirait pas à grand-chose. Sam Djobo, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que ces chantiers-là finissent? Il faut punir aussi les gens. Quand on prend même notre grand hôpital, le plus grand centre hospitalier, vous allez voir la voie là abandonnée aussi. Vous vous rappelez? Oui, moi je pense que... À Gbadago. Oui, ce qu'il faut faire... Mais Gbadago, je crois que c'est la même entreprise que Lomé Vaugan font. Hein. Ah. Oui, parce que Gbadago pour venir jusqu'au camp, non? Oui, pour venir jusqu'au camp. C'est le boulevard des armées. C'est le prolongement du boulevard des armées. Oui, c'est regrettable cette situation que nous vivons. Et moi, je pense que il y a un problème qui se situe en amont, peut-être dont nous ne parlons pas assez. C'est comment même les marchés sont attribués. Il y a ce qu'ils appellent parfois des consultations restreintes. Et quand c'est des consultations restreintes, ce n'est pas un appel d'offres ouvert à toutes les entreprises. On essaie de cibler quelques-unes et on leur demande de faire des soumissions. Mais là encore, le hic, c'est que on demande à ces entreprises
enfin, l'entreprise la moins disante, c'est comme ça ils disent. C'est le moins disant qui gagne le marché. Or, quand vous êtes moins disant, ça veut dire que vous êtes obligé de revoir les prix au rabais. Quand les prix sont au rabais et que on vous octroie, vous êtes adjudicataire du marché, c'est que chemin faisant, vous êtes confronté à des problèmes. Parce que vous avez tellement cassé les prix, alors qu'en cassant les prix, il y a quelqu'un qui sûrement vous a facilité l'acquisition de ce marché, qui attend des dessous de table. Ça, c'est des pratiques. Des commissions. Voilà, des commissions, des rétro-commissions, c'est des pratiques qui existent. Et quand ça se passe comme ça, l'entreprise gagne un marché. Le pasteur Edo donnait l'exemple de la rue Serfer pour venir. Sûrement que l'entreprise a été confrontée à un tel problème. L'entreprise a gagné le marché, elle était toute contente. Après, celui qui a facilité le truc, il a pris son enveloppe. Sur le terrain, on se rend compte que les matériaux, la façon dont on a calculé, on a tellement rabaissé les prix que sur le terrain, le gravier qu'on a prétendu acheter ou bien qu'on a projeté acheter à 15 000 francs la brouette, sur le terrain, le même gravier est à 17 000. Quand ça se passe comme ça, chemin faisant, vous êtes obligé d'abandonner le travail. Donc, il faut au moins que les critères d'attribution des marchés soient revus. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que essayer de faire un appel d'offres ouvert quand le marché dépasse un certain montant. Et ensuite, faire en sorte que ce ne soit plus le moins disant, parce que le moins disant n'arrange pas toujours. Avec le moins disant, on fait des infrastructures de mauvaise qualité. Oui. Or, quand c'est le mieux disant, on sait que le gouvernement accepte de payer les trucs à un prix élevé, mais le retour, c'est que les bureaux de contrôle qui sont chargés de surveiller ou de superviser les travaux doivent mettre la pression pour que là où il faut mettre les fers de 10, qu'on ne mette pas les fers de 6. Quand c'est comme ça, au moins on peut trouver une solution aux infrastructures qui ne durent pas. Maintenant, les chantiers que les gens abandonnent, la plupart du temps, quand vous faites une enquête autour, vous allez voir que certaines entreprises ont toujours eu la bénédiction de certains hauts placés. Le ministre Ayassor, qu'on ne se voile pas la face, il avait des entreprises qu'il coachait. Bien sûr, qu'il coachait. Lui-même, il est actionnaire, lui-même, il est conseiller d'administration. C'est lui-même qui, ça dit parfois pour faire du recrutement, on doit se référer à lui pour le faire. Et donc, quand ça se passe, oui, bien sûr, quand ça se passe comme ça, ça veut dire que c'est des entreprises qui ne sont pas logées à la même enseigne que d'autres entreprises qui n'ont pas de parrain. Conclusion, c'est que les travaux sont mal faits. Voilà. Il y a pour terminer. Oui, mais j'ai voulu ajouter 3 choses. La première chose, c'est que Pasteur Edo a fait allusion tout à l'heure à l'impunité. L'impunité, tout le monde sait que elle est devenue aujourd'hui le système de gouvernance du parti qui gère le pays. 1. 2. Ça m'a parlé tout à l'heure de ces entreprises à qui on attribue par-ci, par-là. Mais moi, au-delà de ça, je me pose la question de savoir qui sont les responsables de ces cabinets d'études. Ces cabinets d'études-là, vers qui on va pour faire ci, pour faire ça. Et c'est les mêmes ministres, parce que les indiscrétions font état de ce que ces ministres, surtout les deux là, dont on vient de citer les noms, sont les propriétaires de ces cabinets-là. Et on a vite cherché quelqu'un pour les... Voilà. Et la troisième chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi on veut chaque fois emmener le pays dans un endettement fou. Je ne comprends pas. Vous vous rappelez, moi, j'ai mené des investigations auprès de certains députés qui m'ont fait parler ou bien qui m'ont fait des confidences sur des actes peu scrupuleux qui ont été posés par le gouvernement RPT Unir. Un budget qui était déficitaire de 39,4 milliards. Et à l'époque, le ministre Ayassor était le ministre des Finances et de l'Économie. Dans l'étude de budget qui va suivre, on lui a dit, mais en 2013 ou bien 2014, il y avait eu un déficit de 39,4. Comment allons-nous faire pour boucher le trou là? Il dit non. Ils vont se référer aux pays arabes qui leur feront des dons. Mais la surprise était que, au lieu des dons, on est revenu dire aux députés que le pays est allé faire des emprunts, et des emprunts qui sont revenus à
154 milliards avec un taux d'intérêt de 6% qu'on doit rendre en 10 ans. Mais comment on peut faire des choses comme ça si on sait que les institutions de Bretton Woods, qui sont le FMI et la Banque mondiale, pour des taux concessionnels, de 3%. 0 à 1%, on n'est pas arrivé à aller faire des prêts là-bas et que, au lieu des dons, on est revenu encore avec des dettes. Mais comment on peut engager un État dont on nous dit que l'économie est en veilleuse dans des choses aussi graves? Vous rappelez notre port qui doit être exploité par Bolloré pour une période de 35 ans. Des dettes un peu partout. Mais pardon. Voilà, donc c'est les dettes qui ont fait qu'aujourd'hui les chantiers sont abandonnés. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de l'argent pour continuer? Si c'est des préfinancements, on leur a dit, puisqu'ils sont devenus eux-mêmes, ils en ont déjà rempli les poches. Ils sont les directeurs de ces cabinets d'études, ils sont les négociateurs, ils sont tout à la fois. Les recruteurs. Voilà. Mais voilà. On attend, hein, on espère que le gouvernement va faire un sursaut pour terminer au moins les chantiers qui sont ouverts un peu partout. Bientôt, quand les pluies vont commencer, vous allez voir, ça sera vraiment de... Oui, ça va occasionner d'autres situations difficiles à gérer. Même en pleine ville, lorsque vous prenez... C'est même plus l'appel. Lorsque toute la ville. Au niveau, Non. Jean-Paul II, au niveau de Nukafu. Bien sûr. C'est pas sérieux. Oui, Une oui. petite pluie. Hein. Voilà, on espère que ça va s'arranger d'ici là. C'est vrai que pour aller à l'école, on emprunte également des voies et on va les arranger pour les élèves. On va parler des élèves, de l'école, bien de l'éducation du Togo en général. Le chef de l'État a réagi quand même cette semaine. On a appris qu'il a financé les frais d'inscription de tous les candidats au BPC dans le Tchaoudjo. Ça doit te faire plaisir, hein? Bon, c'est une situation à saluer parce que je crois que dans certaines localités, on n'a pas parlé de frais d'inscription aux examens, mais plutôt on a parlé de dons de fournitures scolaires et de kits scolaires aux élèves, dont du chef de l'État. Donc dans la préfecture de Tchaoudjo, j'ai suivi le reportage, tout comme vous, que le chef de l'État a décidé de payer les frais d'inscription de tous les élèves du BPC au niveau de la préfecture et ça doit se lever à 4 500 000 francs. Alors, les petites enquêtes que nous avons menées de par-ci par-là parce que nous sommes justement de la localité, c'est que le besoin s'est fait beaucoup plus sentir, surtout dans les hameaux les plus reculés de la préfecture, dans les cantons où c'est parfois compliqué. Les gens, ils mettent les enfants à l'école, mais peut-être au moment où il faut faire les inscriptions, parfois il y a des petits soucis pour s'acquitter de ces paiements-là. Et donc, les besoins se sont fait sentir et l'information ayant arpenté la hiérarchie, on a décidé, je crois que c'est le ministre Agadazi qui allait remettre à main propre le chèque au directeur régional de l'éducation de là-bas et ça fait 4 500 000. Je crois que c'est une initiative à saluer, sauf qu'il ne faut pas profiter de cette occasion pour politiser, parce que vous savez, le politique, lui, il a toujours saisi cette petite occasion pour profiter, glisser quelques mots de parti, au moment opportun, voilà ce qu'il faut choisir, tout ça là. Si cette situation n'a pas existé le jour-là, je pense que c'est une bonne chose, c'est un truc à saluer. Ildefonse Akbaki, qu'est-ce que vous pensez de ce geste de cœur, comme le dirait le ministre Ouro Gadazi, du chef de l'État? Peut-être que je serai très dur à l'égard de mon ami Sam. Non, c'est pas moi qui ai donné. C'est pas moi qui ai donné. Parce qu'il se réjouissait du fait que le peuple t'aime, c'est un peuple que j'adore. Mais si le geste émanait d'un ministre de la localité, je pourrais saluer à juste titre. Mais quand le geste vient du chef de l'État, qui est le président de tous les Togolais, j'aurais souhaité que le chef de l'État le fasse pour tous les candidats du pays. Je l'aurais souhaité. C'est une forme de ségrégation. Parce que le chef de l'État, M. Faure, je l'ai toujours entendu, il a toujours dit « Je suis le président de tous les Togolais sans exception ». Et s'il est président de tous les Togolais, et que le besoin, est-ce que le besoin, parce que nous n'avons pas mené des investigations, est-ce que le besoin se fait sentir beaucoup plus à Sokore qu'à Dapaon, à Mango, dans ces hameaux les plus reculés, où moi je suis allé, et j'ai vu des élèves qui étudiaient sous des pailles.
Vous allez trop loin, il y en a Avec même à Lomé. Ah, mais voilà. Alors, Avec des lampions. alors, maintenant, si le geste doit être un geste émanant du premier Togolais, j'aurais souhaité que ça soit tous les candidats. Voilà pourquoi je suis très malheureux. Et je me dis que derrière ce geste, parce que Sokode a C'est un été grenier. toujours, Sokode a été toujours en période électorale Enflammé. un lieu ou bien oui, un lieu où le pouvoir en place n'a jamais remporté. Oui, le député de Sokode, vous le connaissez? Le député de Sokode, vous le connaissez? Est-ce qu'il porte la carrure de ceux-là qui gouvernent aujourd'hui Mais il y a le 3 pays? sièges à Sokode. Oui, mais Il y a trois, Il y a 3 sièges, donc Et- le Fossi a pris un siège, les Oui. 2 autres oui, c'est le- mais ce que je sais, c'est que derrière cette démarche du chef de l'État, et moi, mes propos m'engagent, se Bien cache entendu. une intention qui ne dit pas son nom. Parce qu'il est, je le répète encore, il est président de tous les Togolais. Il doit être le président de tous ces candidats-là et ne pas faire une ségrégation. Voilà. Pasteur Ledo, est-ce que quelque part, ce ne sont pas des initiatives de certains Mandat ministres, social. certains ministres, par exemple, qui après, bon, endossent la responsabilité au chef de l'État? Mais si on en a vu ailleurs. Non, je crois que... Moi, j'ai été un homme politique, donc tout acte que nous nous posons est politique. Moi, j'ai été un homme politique, donc tout acte que j'avais eu, le temps j'avais eu le truc de poser, c'est toujours politique. Donc, dès que le chef de l'État fait quelque chose, il a en vue un résultat, un intérêt. Ça, on ne peut pas se leurrer. C'est comme ça pour tous les hommes politiques. Dès qu'un homme politique pose un acte, il y a toujours de l'intérêt. Donc, ce que le chef de l'État vient de faire, moi, j'aurais souhaité que ça soit dans le sillage, dans la dynamique de son mandat social, qui puisse subventionner les frais d'inscription de BPC pour tous les élèves. Il subventionne. Il dit on ne paye plus, les élèves ne payent. Donc de Lomé jusqu'à Sikassi, Allah, alors, même si c'est politique, nous tous, on va l'applaudir. Parce qu'au moins, ça concerne tous les Togolais. Et c'est un acte qu'il faut saluer. Mais j'aurais souhaité quand même que ça soit pour tous les Togolais et qu'ils puissent le placer dans le mandat social. Ou bien carrément, prochainement, dire que les frais d'inscription sont annulés. Enfin, sont annulés pour les candidats. Oui, c'est des choses qu'on doit continuer par saluer. Donc les élèves sont parce que ça a souvent répercuté, ça a souvent permis à certains élèves de ne pas se positionner, de ne pas aller aux examens. Aux examens. À cause des 1500, 2000. 2500, oui, les gens n'arrivent pas. Donc, il y a beaucoup. Ce n'est pas seulement Sokode, un peu partout sur le territoire. Donc, je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour le chef de l'État de refaire le chemin perdu. De toute façon, nous, on fera de telle sorte qu'on donnera une autre voie pour que le chef de l'État sache que ce qu'il a fait, c'est bien, mais on souhaite que c'est mieux et que ça concerne tous les Togolais. Voilà, et d'Info Sakpaki, on a vu que il n'y a pas que le geste de cœur du chef de l'État. La cantine scolaire est d'actualité. On l'a encore lancé cette semaine. Du moins, sur ce plan-là, c'est des gestes qui se font. Mais au même moment, on constate que les syndicats sont toujours en grève, qui menacent, après les 3 mouvements de grève successifs, qui menacent d'entrer en grève à partir de la semaine prochaine pour une semaine. Ils ont fait ce que moi je qualifie de mettre la charrue devant les bœufs. Si en cette période même, la ministre du développement à la base se rend compte de ce qu'il y a des mouvements ou bien des remous dans le monde éducatif et que s'il faut faire un geste, ce ne sont pas, ou bien ce n'est pas la création des cantines, parce que avant que l'élève ne soit élève, d'abord, il faut qu'il y ait un enseignant, il faut qu'il y ait des infrastructures, parce que à un moment donné, on s'est rendu compte que il y a des établissements même qui ne sont même pas clôturés au Togo. Il y a des établissements scolaires et quand vous rentrez, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de table-banc. Alors, vous voulez que les élèves viennent ou bien les écoliers viennent manger, rentrer chez eux à la maison sans en prendre, sans aller apprendre, parce que les professeurs ou bien les enseignants sont en grève, mais l'élève viendra, puisque jusqu'à preuve du contraire, ceux qui ont lancé la grève ont dit, vous considérez les cours comme faits. Est-ce que
le gouvernement de M. Faure a pu anticiper sur ces genres de choses. Parce que moi, j'ai eu froid au dos quand j'ai appris qu'on a dépensé 100 millions. Est-ce que ces 100 millions-là ne peuvent pas subvenir aux besoins de ces enseignants-là qui, s'ils ne sont pas là, il n'y aura pas d'élèves, il n'y aura pas d'écoliers. Mais c'est ça. Mais les élèves nécessitent également besoin de manger à l'école. Sam Djabo? Non, moi je pense qu'il faut que nous soyons beaucoup plus mitigés dans nos propos, parce que j'ai plein d'amis qui sont enseignants. Et quand je discute avec eux, actuellement, ce qu'ils ont sur la table du ministère, c'est la revendication en ce qui concerne les primes de logement. Primes de logement. Alors, si vous êtes... Il y a prime de logement, prime de salissure. Il parle également de l'abrogation du corps d'enseignants auxiliaires. Oui, surtout enseignants auxiliaires, il y a ça aussi. Salissure, bon, on ne connaissait pas ça par le passé. Nous faisons partie de ceux qui... Nous avons sérieusement défendu les enseignants, je crois 2 ans en arrière, au temps chaud où les enseignants réclamaient la prime de bibliothèque, prime de rentrée et d'autres primes. Nous étions au devant, au point même où on nous assimilait. Peut-être on se disait que est-ce que quelque part on n'était pas des enseignants avant de glisser un peu dans le journalisme. Mais il faut reconnaître qu'il y a pas mal d'efforts qui sont faits au niveau du gouvernement. Des enseignants vous diront, ceux qui sont partis à la retraite il y a 5 ans ou bien 6 ans en arrière sont en train d'envier la situation des enseignants maintenant. Parce que le gouvernement justement a fait des efforts. En ce qui concerne justement les primes de rentrée de bibliothèque, même les 30 000 et les 40 000 au niveau de ce que la STT avait pu obtenir pour les enseignants. Donc bref, pour dire que la situation des enseignants aujourd'hui n'était pas celle que les enseignants connaissaient 5 ans en arrière. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne les primes dont il est question et qui oblige les enseignants à arrêter les cours, moi, je pense que le gouvernement peut ouvrir des discussions et rassurer le corps enseignant. Parce que je ne suis pas sûr que les enseignants peuvent pousser l'ingratitude jusqu'au bout. Ils sont reconnaissants. Quand vous discutez avec eux, ils disent voilà, les efforts sont faits. Mais par rapport à telle situation et telle autre, le gouvernement ne dit rien de concret. Et comme le gouvernement parfois fait un peu de dilatoire, les gens pensent que le gouvernement est en train de les enfariner et qu'au final, il n'y aura pas une solution concrète. Et donc, peut-être c'est la grève qui peut résoudre les problèmes. Or, nous tous, nous connaissons les résultats de la grève. Souvenez-vous de Anselme Sinandare et Douti Sinaling dans la région des Savanes qui ont perdu la vue justement à cause d'une grève des enseignants. Est-ce que le gouvernement va croiser les bras et pousser les enseignants jusqu'à ce bout-là? La question reste posée. Mais, d'une manière générale, il faut reconnaître que les enseignants, c'est eux qui font de nous ce que nous sommes. Sans les enseignants, nous ne serons jamais ici en train de parler. Et que, de part et d'autre, il faut que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin. Je crois que les syndicats des enseignants, ils sont organisés. Il y a ceux qui sont devant. À partir du moment où on peut faire confiance à ceux qui dirigent les syndicats là, ils peuvent ouvrir des négociations. Et je crois que la grève, c'est le dernier recours des syndicalistes. Quand toutes les négociations butent sur des incompréhensions ou bien quand les discussions n'aboutissent pas, c'est en ce moment qu'on peut faire planer la grève. Mais depuis que la rentrée a commencé, je n'ai jamais entendu parler de discussion avec le ministère. Vous avez parlé des cantines scolaires. Les cantines scolaires, oui, très brièvement. Oui, les cantines scolaires, moi je pense que c'est un programme qui existait, ça fait déjà 8 ans. Hein, et en 8 ans, selon le forum national qui s'est tenu mercredi dernier, on a fait le bilan et on s'est rendu compte que plus de 5 millions de nourritures ont été distribuées dans 300 écoles en direction de 90 000 apprenants. Parce que le gouvernement a fait un constat, celui qui n'a pas mangé n'a pas les mêmes aptitudes que celui qui a mangé. Ils n'ont pas le même degré de compréhension. Quand vous êtes en classe, celui qui a mangé, peut-être qu'il comprend vite que celui qui n'a pas mangé. Comme on le dit si bien, le ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc c'est un programme que le gouvernement a élaboré afin de permettre aux couches défavorisées, parce qu'ils sont à une couverture de 9 ou 10%, et ils envisagent
aller jusqu'à 20% et au besoin même faire en sorte que ce programme puisse s'étendre sur l'ensemble du territoire. Parce que nous sommes à Lomé, peut-être dans la capitale, la pauvreté n'est pas assez visible. C'est quand vous allez dans la région des savanes, Ildefonse parlait de la région des savanes, quand vous allez dans les zones de Nano, Mandouri, il y a des zones où, quand vous arrivez, vous vous demandez si c'est ici aussi, c'est au Togo. Donc, je crois que c'est des programmes qui facilitent un peu. Non, Pasteur Edo, avant vous, Pasteur Edo, à votre niveau, vous parlez du retard de publication des résultats du concours de l'École nationale d'instruction de la session de février. Ça peut également aider les enseignants, puisqu'on parle aujourd'hui de manque d'effectifs également. Oui, bien sûr, je crois que ce concours qui a été organisé en février 2016 et dont les résultats ne sont jamais publiés et qui a été même entaché d'irrégularités, de fraude et de malversation, que le gouvernement a eu quand même le plaisir. Enfin, le gouvernement nous a quand même, pour une première fois, on nous a dit que justement, il y a eu de ces malversations et que les auteurs seront sanctionnés. Jusque-là, à cette époque, nous disions que comme il y a eu de fraude, il fallait quand même qu'on annule le concours sur le plan national. Mais nous avons été surpris que c'est seulement dans le centre de Thiévié et dans le centre de Dapaon que les épreuves ont été reprises. Mais est-ce qu'il y a eu un équilibre de niveau? Parce que sur quelles matières? Les matières dans ces deux préfectures par rapport à ce qui avait été fait, est-ce que c'est le même niveau? Parce que ce n'est pas normal. Les résultats ne sont pas connus jusque-là. Et jusque-là, les résultats ne sont pas connus. Et apparemment, nous ne savons rien de ce qui va se faire. Et les candidats, les participants, ceux qui ont les candidats, vraiment sont très inquiets. Voilà. On va terminer, chacun a 1 minute pour conclure. Oui, justement, revenons sur ce que je viens de faire comme développement par rapport à l'éducation. Donc, 1 minute. Oui, en 1 minute. Sam disait tout à l'heure que depuis la rentrée jusqu'à aujourd'hui, il ne savait pas s'il y a eu une rencontre des enseignants. Il y en avait eu avec le ministre Bawara, il y a eu après avec Aïdam. Et justement, ce que je sais, c'est qu'au sortir de cette discussion, les syndicalistes ont dit que le ministre Bawara leur a mal parlé, et patati et patata. Maintenant, dans les directives de l'UEMOA, la santé, l'éducation et l'agriculture devaient couvrir au moins 35% du budget. Au Togo, quand on met la santé et l'éducation ensemble, cela ne couvre même pas 10%. Et ça fait mal quand vous vous rendez compte que vous êtes membre d'un corps et qu'il se dit que vous devez avoir ceci et que vous ne l'avez pas. Mais ce qui me choque encore aujourd'hui, c'est qu'avec l'organisation du sommet, on a pu avoir 4 hélicoptères. On a acheté 4 hélicoptères de défense. Oui, c'est ce qui a été dit dans le projet de la loi rectificative. Dans la loi rectificative. Mais vous voyez, dans un état où on dit l'économie est en veilleuse, dans un état où il y a pas mal de revendications, vous vous permettez d'acheter 4 hélicoptères de défense. Pas hélicoptères médicalisés, mais non. Voilà. Sam Diabo, pour terminer cette émission, très non, brièvement. bon, peut-être pour terminer, dire à Ildefonse que peut-être les hélicoptères qu'on a acquis permettront de renforcer l'économie bleu marine. Et quand il y a les sous dans les caisses de l'État, ça peut résoudre tous les problèmes. Voilà, Pasteur Edo. Non, juste pour dire que au Togo, il faut avoir le courage de dire à l'heure actuelle que les choses ne marchent pas bien et demander à ceux qui nous dirigent de pouvoir prendre à cœur les mots dont soufflent les Togolais. Merci beaucoup, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Sam Diabo, directeur de la publication de l'hebdomadaire L'éveil de la Nation, et Ildefonse Akpaki, directeur du site La Gazette du Togo. Entre-temps, David Assimani, rédacteur en chef de Pyramide, était avec nous. Il nous a aidé à mieux comprendre comment s'organise le tournoi de l'intégration de l'UEMOA. Cette émission, c'est terminé pour aujourd'hui. Mise en onde, Romaric Freitas. Les spécialistes vous retrouvent lundi à partir de 16h. Bon week-end chez vous.